Merci. Oui, bonjour. Alors, ça fait bien plaisir de pouvoir participer à cette expérience-là, à cette discussion-là. On m'a demandé de réfléchir autour de ce qui s'était passé dans les 100 dernières années et qui pouvait avoir un impact sur les services ou la réadaptation de jeunes délinquants contrevenants. Après avoir réfléchi à cette question-là, je pense que je ne pouvais pas éviter, mais pas du tout, l'avancée qu'il y a eu au niveau des lois. Ça, c'était un très grand danger. Évidemment, il y avait la loi sur les jeunes délinquants en 1908, mais dans les années plus modernes, le remplacement de cette loi-là par différentes lois, puis entre autres par la loi de la protection de la jeunesse, les articles 40 à l'époque, qui a donné, dans le fond, le coup de pied nécessaire pour mettre en place une nouvelle loi spécialisée pour les jeunes contrevenants, qui était la loi sur les jeunes contrevenants. C'était vraiment un fait marquant, je pense. C'était la première fois dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse, de cette mouture-là, 179, je crois, où on mettait une place particulière aux jeunes contrevenants pour s'y intéresser en fonction des besoins qui leur étaient propres. C'est comme si c'était la première fois qu'on réfléchissait à vouloir distinguer les caractéristiques propres des contrevenants des jeunes en difficulté. Pas qu'il n'y ait pas de lien entre les deux, mais il y a des éléments plus particuliers là, qui semblaient les caractériser. Et la loi sur les jeunes contrevenants, qui est arrivée tout de suite après, a poursuivi, dans le fond, a poursuivi cette quête-là, cette recherche-là des éléments qui étaient particulièrement associés aux jeunes contrevenants. Je me rappelle à travers les différents, pas métiers, mais responsabilités que j'ai eues dans le cadre de ma pratique, avoir été aux premières loges de cette transformation-là, qui était assez extraordinaire, parce qu'on pouvait maintenant réfléchir à des pratiques de réadaptation spécifiques pour les jeunes contrevenants. Et ça a été un coup d'envoi particulier, parce que, faut le savoir, à l'époque, toutes les clientèles étaient mêlées, les âges étaient mêlés, tout ça était traité de façon indifférenciée par des intervenants qui faisaient leur possible. Je dirais ça comme ça. Quand j'ai commencé en 1976 à Berthollet, c'était un peu ça. Et lorsqu'on a pu cerner légalement des jeunes contrevenants, on a pu développer des services qui étaient plus spécialisés pour ces jeunes-là, et ça l'a créé, particulièrement au Québec, mais au Canada en général aussi, ça l'a créé des possibles en termes de réadaptation. On pouvait penser qu'il était possible de réadapter des jeunes contrevenants, et plus particulièrement dans des milieux sécuritaires, parce qu'il faut savoir qu'avant les années 60, les jeunes certains des jeunes étaient même emprisonnés, donc dans des prisons pour adultes, des fois séparés la plupart du temps, mais ça ils pouvaient être aussi mêlés avec la population générale. Et ça l'a, suite à des scandales, si on peut dire, dans l'opinion publique, ça l'a amené à vouloir, dans le fond, séparer les jeunes des adultes. Ça a mis sur pied un réseau d'institutions pour s'occuper spécialement des jeunes. Mais encore là, des jeunes en difficulté, donc matière un peu, je veux dire, c'est un genre de maelstrom, c'est-à-dire toutes les clientèles étaient mêlées comme telles. Alors, cette loi-là, en 1979, pour la loi de protection de la jeunesse, les articles 40, ou encore la loi sur les jeunes contrevenants qui est arrivée pas longtemps après, en 1984, ça l'a vraiment donné lieu, je pense, moi, à la création de la pratique auprès des jeunes contrevenants. Et plus particulièrement, compte tenu que moi j'ai travaillé dans le domaine sécuritaire, donc dans des milieux sécuritaires, donc avec les jeunes les plus criminalisés ou encore les plus engagés dans un mode de vie délinquant, ça nous a permis de commencer à réfléchir aux outils qui ne pouvaient être les plus spécifiques, mais les plus efficaces auprès de ces jeunes contrevenants-là à différents niveaux. Premier niveau, au niveau de l'évaluation, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, ça se faisait un petit peu sur le pif, là, comme tel, et donc
la question de l'évaluation devenait primordiale. Qui on a devant nous? Quelles sont ses caractéristiques? Et éventuellement, est-ce qu'on est capable de prédire le risque de ces jeunes-là à récidiver? C'était ça qui était assez extraordinaire à l'époque, de penser qu'on n'avait pas ce genre d'outil-là, si ce n'est qu'une évaluation ou à peu près, qui n'était même pas évaluée. En fait, qui n'était pas... Il n'y avait pas d'évaluation de l'efficacité de l'évaluation, si on peut dire. Donc, c'est la première des choses au niveau de l'évaluation. Ensuite de ça, des outils liés à la réadaptation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? On a beau les évaluer. On dit, bien écoute, il est très délinquant, il est très à risque. Je dirais, ouais, puis, qu'est-ce qu'on fait? Et évidemment, il y avait des pratiques à l'époque, je dirais, la plus reconnue, c'était la psychoéducation. Et donc, c'est pas anormal que la psychoéducation a pris le plancher au niveau de la réadaptation. Il y a eu des expériences très intéressantes, en particulier à Boscoville, qui s'étaient faites avec des jeunes meurtriers particulièrement, ou encore des jeunes délinquants, très engagés aussi. Mais rapidement, on s'est aperçu que ces expériences-là, menées à Boscoville, n'avaient pas nécessairement atteint des impacts, je dirais, prégnants ou encore qui pouvaient perdurer avec les jeunes délinquants. Parce que lorsqu'on revenait à la question de la réinsertion, c'est-à-dire une fois que le programme avait été complété, que les jeunes passaient maintenant dans leur famille ou dans la communauté d'où ils avaient été extraits, comme tel, bien, on retrouvait des problèmes importants et ces problèmes-là revenaient. Donc, il y a une critique importante de ce modèle-là. Et ce n'est qu'un peu plus tard qu'on a pu réfléchir, dans le fond, à essayer de rendre réelle une idée qui était géniale, qui était l'idée de l'appariement. L'appariement, c'est quoi? C'est d'être capable de fournir une prestation de service ou un type d'intervention qui était ajusté aux caractéristiques des jeunes. Et plutôt que de ne prendre que le délit comme étant indicateur de ce que le jeune était, bien, prendre plutôt l'ensemble de ses caractéristiques et offrir une programmation, si on peut dire, d'intervention qui pourrait lui être plus adaptée, plus propre, plus spécifique. Alors, c'est la loi sur les jeunes contrevenants qui a permis ça, à mon avis, avec une idée géniale de la question de l'approche différentielle qui nous vient des Martinson, Palmer, et ici au Québec, Leblanc, plus particulièrement. Et après ça, ça c'est au niveau de l'évaluation, puis après ça, au niveau de l'appariement, au niveau de l'intervention, avec un ensemble de représentants, dont M. Dion aussi, qui nous a, dans le fond, amené à réfléchir sur ce qui pouvait être le plus efficace. Avec, évidemment, il y avait beaucoup de recherches américaines, particulièrement, anglaises aussi, d'Angleterre, et qui nous ont montré qu'on pouvait faire des choses qui étaient efficaces avec les jeunes contrevenants. Je dirais donc, dans les 100 dernières années, l'aspect de la loi, c'est un élément important, mais aussi l'aspect de la capacité de recherche. Quand j'ai commencé ma formation en 75-76, en criminologie, arrivaient les premiers résultats des méta-analyses, qui étaient une toute nouvelle méthodologie, très, 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 très puissante, qui nous a permis des développements extraordinaires au 20e siècle. Et ça, c'est un élément nouveau, c'est un outil nouveau qui nous permettait d'aller voir vraiment si on était efficace dans ce qu'on pouvait faire. Donc, si je continue avec l'évolution de la loi, la capacité de recherche ou d'évaluation, les outils qui nous permettent, ça nous amène vers 2004 avec la nouvelle loi sur le système de justice pour les mineurs, donc pénal pour les adolescents. Loi qui a été assez décriée au Québec, faut bien l'admettre, et qui nous a permis de revoir l'ensemble de l'offre de services qu'on pouvait offrir aux jeunes contrevenants, leurs parents, les victimes, et l'ensemble de ces éléments-là. Pour y avoir participé, je pourrais dire sans gêne, que le Québec était probablement la province la mieux préparée à son implantation.
on s'est tellement évertué à la critiquer, cette loi-là, que ça nous a permis de l'approfondir bien en avance et de la posséder là, de manière à pouvoir permettre des expérimentations qui n'avaient pas été encore possibles de faire, en tout cas, ou que récemment il avait été possible de faire, particulièrement sur la question des suivis dans la communauté. Parce qu'on s'est bien aperçu que l'efficacité de l'enfermement pour les jeunes contrevenants avait ses limites. Et que de toute façon, la seule chose qu'on savait lorsqu'un jeune contrevenant nous était confié, en centre sécuritaire, c'est qu'un jour, il sortirait. Que sa sentence se terminerait comme telle. Et donc, ta mission ou l'orientation de tes comportements, soit de gestionnaire ou de praticien, maintenant, devait plutôt viser la capacité que ce jeune-là puisse avoir une vie intégrée, une vie normale, on peut dire ça, lorsqu'il revenait dans la communauté. Et ça ne marchait pas trop fort à l'époque. Donc, il y a eu toutes sortes d'expérimentations pour justement être en mesure de pouvoir s'adresser à des populations particulières qui étaient des jeunes contrevenants à haut risque, donc des jeunes contrevenants qui, dans un mode de vie engagé, bon, etc. Et donc, qui revenaient chez eux ou qui revenaient dans la communauté. Alors, ce suivi-là a été développé, testé, expérimenté, évalué pour nous donner des nouvelles pratiques. Et à mon avis, l'évolution des lois sur les mineurs délinquants nous a permis d'aller au bout de cette idée-là. Je dirais que dans les 100 dernières années, la loi, la capacité de la recherche, les nouveaux outils qui pouvaient se développer, l'application des approches, les expérimentations, donc faites par des personnes qui étaient totalement convaincues, dédiées, qui avaient développé une expertise maintenant auprès des jeunes contrevenants, parce que c'est une expertise fine, spécifique autour d'une clientèle maintenant délimitée plutôt qu'une clientèle très large, qui permettait pas, dans le fond, de développer des outils qui étaient propres, puis d'aller voir propres à l'évaluation de ces jeunes contrevenants, là, ou encore à proposer des stratégies, des approches. Bon, c'est par exemple des approches de type cognitive, comportementale ou développementale, pour ajuster une intervention pour qu'elle devienne plus efficace. Alors, c'est ce que je dirais par rapport aux 100 dernières années, ce qui est tout un défi à reprendre en résumé. Alors, si on revient sur la question des suivis dans la communauté des jeunes contrevenants délinquants, ça l'a évolué d'une façon dramatique au cours des années. Si je prends au départ, les services qu'on appelait le suivi dans la communauté, c'était de l'approbation. Alors, l'approbation, c'est quoi? C'est une mise à l'épreuve à l'aide d'un certain nombre de conditions, de rencontrer des jeunes. Les jeunes se déplaçaient pour venir dans les bureaux, rencontrer des intervenants pour dire si ce qu'ils avaient fait dans la semaine, bon, etc. L'intensité de ce suivi-là, de ces rencontres-là, était très variable, même pouvait, je veux dire, à être très déficient, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, au départ, le service d'approbation pour les jeunes les mineurs délinquants était dans le même service que l'approbation au niveau des adultes. C'était la mentalité des adultes là, qui créait une culture de suivi comme les adultes. Alors évidemment, avec l'évolution des lois plus spécialisées au niveau des jeunes délinquants, il a fallu transformer cette vision-là. Donc, d'ailleurs, les services de probation se sont détachés et pour arriver éventuellement, ils sont détachés vers le CSS à l'époque, CSSMM, là, Centre des services santé sociaux du Montréal métropolitain, avec la DPJ, qui était la Direction de la protection de jeunesse, qui
qui étaient là. Et tranquillement, lors de la création des centres jeunesse, donc la transformation importante qu'il y a eu au début des années 90, 92 particulièrement, on a créé les centres jeunesse. Bien, à ce moment-là, à Montréal, le centre jeunesse de Montréal a donc intégré les suivis probatoires, la DPJ, tout ça, donc dans une unité de réflexion plus particulière. Et à Montréal, un choix qui n'a pas été fait ailleurs a été de regrouper toutes les ressources jeunes contrevenants sous une unité de commandement. Donc, les praticiens, que ce soit en suivi, que ce soit en réadaptation, donc psychosocial et les intervenants de réadaptation, ont été regroupés sous une unité de commandement. Et c'est là, à mon avis, que le plus grand changement d'intégration au niveau des cultures et d'influencer la pratique de suivi avec les principes qu'il y avait aussi en réadaptation. La réadaptation voyait enfin la possibilité d'avoir un impact réel dans la mesure où le suivi dans la communauté était efficace. Et les gens qui faisaient du suivi dans la communauté, de la probation, voyaient encore là une opportunité incroyable pour eux d'avoir plus d'efficacité dans la mesure que le travail en réadaptation se faisait bien. Donc, il a fallu développer un langage commun, il a fallu développer des outils communs, il a fallu parler d'évaluation, de suivi, et on a pu intégrer à partir de ces années-là, 96 et suivantes, des données de la recherche, des données probantes. Évidemment, aux États-Unis, c'était toutes des données américaines ou encore anglaises, là, comme telles, qui nous a servi beaucoup à développer donc des façons de suivre des jeunes, parce que les études qui avaient été faites ici au Québec montraient qu'un jeune soit en garde fermée, en garde ouverte ou en probation, c'était comparable à un tirage au hasard. Et que ce n'était pas en lien avec les caractéristiques de ces jeunes-là. Et donc, on a milité dans ces années-là pour développer des probations, des suivis dans la communauté différenciés. C'est-à-dire, pour des jeunes plus à risque, il s'agit évidemment de bien les identifier, mais pour des jeunes plus à risque, d'avoir des suivis plus intensifs. Pour des jeunes moins à risque, ajuster les suivis en fonction de ces caractéristiques-là. Et donc, en bâtissant sur ça, on a développé donc des expérimentations, une première qui a été faite à Québec, au Centre jeunesse de Québec, à l'époque, au niveau de la probation intensive, mais je pense qu'il a été poussé encore plus loin pour ce qui a été fait à Montréal en termes de suivi intensif. Les deux expérimentations ont été suivies, évaluées aussi, et ça a donné lieu vraiment là, à je dirais, une organisation de services dans la communauté qui nous a permis de vivre cet appariement-là au maximum. Mais évidemment, ça devait être basé sur des outils performants pour arriver à pouvoir identifier quelle était l'intensité de suivi, parce qu'on sait maintenant très bien, grâce aux recherches méta-analyses qu'on a, que faire un suivi trop intensif pour des jeunes qui ne nécessitaient pas ce suivi intensif-là, augmentait le risque de récidive, alors que d'offrir un service ou un suivi pas assez intensif pour des jeunes à haut risque, bien évidemment, n'avait aucun impact sur ces jeunes-là. Donc, il a fallu travailler beaucoup à ces outils d'appariement-là, d'évaluation, puis après ça, développer des nouvelles pratiques dans la communauté, parce que c'était pas évident, c'était plus juste d'aller vérifier si les jeunes, je veux dire, se pliaient à leurs conditions de suivi. C'était des années à évoluer dans leur suivi pour réussir une meilleure insertion sociale, si on peut dire, une meilleure réadaptation. Alors, c'est ça qui était, pour parler d'intégration sociale, être capable de pouvoir poursuivre une intégration sociale en voyant l'épisode de délinquance ou de contrevenance comme partie de sa vie. Donc, pas nécessairement de parler de réintégration sociale, mais poursuivre l'intégration sociale où le jeune
était là. On s'est demandé des changements de mentalité, changements de culture. Ça n'a pas toujours été facile, il faut pouvoir le dire comme tel. Et avec les changements qui continuent de se faire dans l'univers ou dans l'environnement, la dernière grosse fusion au niveau des 6 CIUS du Québec, à mon avis, pose problème par rapport à la capacité des différents, la composante centre jeunesse, on peut dire, là, qui n'existe plus, là, mais en tout cas, les services en jeunes contrevenants deviennent à ce point-là dilués dans cette masse-là de services, de différentes missions, bon, etc. Ils viennent tellement dilués qu'on voit mal actuellement comment ils peuvent continuer à se développer en tablant sur leur spécificité. Parce qu'on va probablement vouloir paramétriser l'ensemble des services, là, parce que l'importance de la budgétisation là, est très, 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 très grande, surtout dans les premières années d'une si grosse fusion que ça. Donc, ce sont des paramètres financiers qui sont aux commandes actuellement, il me semble-t-il, plus que des paramètres de logique ou de création de sens, là, comme tel. Il faut être très, très fort pour pouvoir garder son spécifique à l'intérieur de tout ça, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de départs, qu'il y a une question de culture actuellement qui, à mon avis, qui est un enjeu important. Cette culture-là naît de quoi? Naît des valeurs des dirigeants, de ce qu'on veut mettre en place, et, dans le fond, soutiendrait une mission. Alors, c'est sûr que le CIUS 6 ont des missions, mais comme ils doivent intégrer tellement de composantes, cette mission-là, elle est un peu diluée. Elle devient difficile pour la mission d'être, je dirais, mobilisatrice ou stimulante pour les gens qui travaillent dans un milieu comme les jeunes contrevenants, qui est un tout petit milieu là, comme tel. Alors, si je reviens plus spécifiquement à la question des suivis dans la communauté, ça a évolué beaucoup. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées, mais qui sont confrontées aux cultures des organisations. Alors, même avant le CIUS, il y a des enjeux importants au niveau culturel, entre le psychosocial, par exemple, et la réadaptation. Et aussi entre l'empirisme et le scientifique, on peut dire, ou encore l'expérientiel plutôt, et le scientifique. Il y a eu beaucoup d'enjeux qui sont produits, qui ont été rencontrés. Et je pourrais pas dire que cette intégration-là, ou cette acculturation-là, ou intégration culturelle a été réussie au fil des années. C'est le regard que je porte là, actuellement sur cet aspect-là de la chose. Alors, une chose qui m'est apparue évidente, c'est que les moments où il y a eu le plus de créativité dans le domaine des jeunes contrevenants, c'est dans des moments de contrainte ou de difficulté. Quand on a eu des changements de loi, quand on a eu des changements de cadres légaux, une modification importante au niveau de la fusion, la nouvelle loi qui était apparue en 2004, c'était les moments les plus féconds en termes de créativité. Faut comprendre aussi, à mon avis, qu'on a eu entre 1984 et 2004, donc une vingtaine d'années, pour développer les spécificités de la pratique en jeunes contrevenants. Et donc, les intervenants qui étaient impliqués dans ça étaient maintenant tatoués au niveau des jeunes contrevenants. Et c'est eux autres qui ont fait cette révolution-là, comme telle, parce qu'ils croyaient que le jeune qu'on leur avait confié avait des caractéristiques particulières qui leur permettaient de spécifier leur clientèle, leur pratique, et donc d'identifier une pratique professionnelle autour des jeunes contrevenants. Et ça, c'était vraiment le coup d'envoi de toutes ces transformations-là. Ça a été fait par la base, avec des gestionnaires qui voyaient les opportunités qui leur étaient présentées par des intervenants qui étaient au quotidien avec ces jeunes-là. Ça, c'était assez fascinant. Donc, c'était une genre de petite révolution de type bottom-up,
plutôt que top-down. D'ailleurs, les révolutions top-down dans le domaine des centres de jeunesse n'ont pas vraiment beaucoup réussi non plus. Parce que les stratégies qui étaient employées pour le faire ne permettaient pas une certaine durabilité de ces changements-là. Donc, les moyens qu'on prenait amenaient peut-être une certaine soumission temporaire, circonstancielle. Mais les changements profonds, il y en avait peu par ces révolutions-là, je dirais, top-down. Alors que partir des intervenants qui étaient... j'ai mené une activité, c'était en 1998, une réflexion sur le continuum jeunes contrevenants du Centre jeunesse de Montréal. Il y a eu plus d'une centaine d'intervenants jeunes contrevenants qui ont participé à réfléchir sur des éléments d'évaluation, d'appariement, de caractérisation, de programme. Et le continuum, ces pratiques, ont été développées à partir de cette réflexion-là. Réflexion qui est très engageante pour les intervenants. Quand on est arrivé à implanter ces éléments-là, les intervenants étaient au premier rang de l'implantation. Parce qu'ils avaient participé. C'était bien sûr que tout n'a pas été pris, bien entendu. Mais à tous les moments, on avait donc des intervenants qui étaient chefs de file, impliqués à l'intérieur de ça, très créatifs, beaucoup d'énergie, puis des gestionnaires qui ont embarqué dans ça. C'était un très, très, très beau moment qui s'est revécu. En plus de ça, après 2004, parce qu'on s'était, comme je disais, tellement bien préparé à la loi pour la combattre d'une certaine façon qu'on l'avait tellement possédée, cette loi-là qui nous a permis de mettre en place d'autres éléments qui nous ont permis, encore là, d'aller plus loin. D'ailleurs, ça m'amène à réfléchir un peu sur la question de la formation des intervenants aussi. Parce que ça a évolué beaucoup là, depuis, en tout cas, les 40 années pour lesquelles j'ai travaillé pour le Centre jeunesse de Montréal. Lorsqu'on a commencé à réfléchir à ce que ça prenait à un intervenant, soit psychosocial ou de réadaptation, en termes de compétences, d'habileté, de connaissances, on a calculé que ça prenait environ 7 ans. Un cycle de 7 ans pour amener un intervenant à son fait de productivité, mais de compétences. Parce que, bien sûr, on engageait des gens qui étaient formés, spécifiquement formés auprès des jeunes contrevenants. Mais après ça, il faut l'intégrer au quotidien. Il faut développer des nouveaux outils, il faut comprendre la culture. Puis on calculait, c'est à peu près 7 ans qu'on y arrivait. Donc, il faut être patient. Dans quelle organisation aujourd'hui on voit ça, cette patience-là? On n'a plus de patience. On n'a plus le temps de ça. Les gens arrivent en principe formés, ne le sont pas complètement, doivent développer, dans le fond, sont un peu en comportement de défense ou de survie. Ils vont se développer, ils ont des compétences, ils ont des habiletés, mais on sait que ça va être dans 5, 6, 7 ans qu'ils vont être au maximum de leur... s'ils sont bien encadrés, coachés, formés. Est-ce qu'on a cette patience-là aujourd'hui? Je ne le crois pas. Moi, je vois actuellement des gens qui ont une très bonne volonté, évidemment, de bonne foi, font des expérimentations actuellement, proposent des programmes et ont l'impression d'inventer des choses. Comme s'ils n'avaient pas lu ce qui s'était passé dans le passé, ou qu'ils n'étaient pas au courant, ou que personne ne leur avait transmis, que ces expérimentations-là avaient déjà été faites. Certaines d'entre elles avec succès, d'autres nous montraient leur inutilité, ou encore leur inefficacité, ou encore pire, leur contre-productivité. C'est mieux de rien faire dans certains cas que de faire un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites et que les gens pensent qu'ils sont en train d'inventer quelque chose. Alors moi, je pense qu'il y a une dérive là, au niveau de l'encadrement, de la gestion. Il y a eu beaucoup de départs suite aux dernières fusions comme telles. Mais pas juste des départs, des déplacements, une perte de sens. Les gens se rattrapent, puis les nouveaux intervenants qui sont embauchés arrivent évidemment... compte tenu de leur ancienneté, à travailler, d'après moi, avec les clients, les jeunes contrevenants les plus criminalisés. Et donc, actuellement,
ce sont les intervenants les moins bien préparés, les moins bien suivis, les moins bien formés, qui sont confrontés aux clients les plus difficiles, les plus demandants, les plus dangereux aussi. Un taux de roulement pas mal plus important maintenant. Même l'encadrement n'est plus là, parce qu'il y a un taux de roulement au niveau des gestionnaires assez important. Il y a beaucoup de craintes au niveau de la sécurité de ces jeunes intervenants-là qui ont peur, avec raison, mais qui en même temps ont accès à des postes plus facilement auprès de ces clientèles-là qui sont délaissées par des intervenants qui ont fait un peu le tour, qui sont partis ailleurs, dans d'autres postes, profiter des opportunités que ces fusions-là ont données, ou encore, effectivement, ont quitté pour toutes sortes de raisons, dont la retraite, comme moi, j'ai quitté pour la retraite. Voilà. Quelle est la place de la recherche dans l'amélioration de ces pratiques-là? À mon sens, c'est un élément très, très important. Les 10 dernières années de ma carrière, de ma pratique, ont été consacrées à la mise en place, au développement d'un centre d'expertise sur la délinquance, les troubles de comportement comme tel. Et ce qu'on a essayé de faire via ce centre d'expertise-là, c'est d'être capable de mettre en lien des mondes qui se fréquentaient très peu à l'époque. Le monde de la recherche, le monde de la pratique. Comme si les langages étaient tellement différents que c'était comme une langue étrangère. Donc, lire des productions de chercheurs, c'était incompréhensible. Puis pour les chercheurs, comprendre ce qui se vivait au quotidien devenait pratiquement, je dirais, inintéressant pour eux d'une certaine façon, parce que c'était pas utile pour eux, parce que dans le fond, ce qui est important, c'est d'aller chercher leur quota au niveau du recrutement, des sujets, des études qu'ils faisaient. Et Centre d'expertise voulait mettre en lien deux savoirs. Savoir expérientiel des intervenants, des praticiens, et le savoir scientifique des chercheurs, monde universitaire, monde académique là, comme tel. Et ramener ces deux savoirs-là à un niveau plus d'égalité. Pour pas que certains disent, ben, nous on sait, vous faites, ou encore vous savez, nous on fait, mais d'arriver à une balance où on dit, ben, écoute, les deux savent, les deux font. Donc, c'est comme si, à quelque part, on se privait de la science de l'autre. Alors, pendant ces 10 ans-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en lien ces deux milieux-là, qui sont aussi teintés de cultures différentes. Et ça m'a montré toute l'importance de la traduction nécessaire ou de la mise en lien nécessaire entre ces deux mondes-là, par des outils, par des façons de faire qui permettaient justement de pouvoir faire voir à chacune des parties tout l'intérêt et l'utilité des travaux ou encore des intérêts qui étaient développés par chacun des groupes chercheurs. Bon, la plus grande difficulté, ou en tout cas l'enjeu principal que j'ai rencontré dans ces 10 années-là, c'était la question du transfert de connaissances. Pour un chercheur, là je caricature un peu, peut-être pas tant que ça non plus pour certains chercheurs, mais font une recherche, écrivent un papier et présentent dans une conférence internationale. Voilà, c'est fait. Le transfert de connaissances a été fait. Donc, faire un article, un livre, bon. Pensant que, parce qu'on met un livre sur une tablette, qu'il va être lu. Je ne vous apprends rien en disant que nos intervenants lisent peu ce genre de documentation-là. Alors, le centre d'expertise était plutôt centré sur l'utilisation des connaissances, plus que sur le transfert des connaissances. À quoi ça sert une connaissance nouvelle dans une tablette, sur une tablette de bibliothèque, si personne ouvre le livre ou lit l'article, par exemple? Donc, comment travailler à ce que l'utilisation, donc à l'utilisation de cette nouvelle connaissance-là? Si on réfléchit,
On voit que utiliser des nouvelles connaissances, ça veut dire transformer les pratiques. Et transformer les pratiques, bien là, à ce moment-là, tu viens de frapper tout un mur, des fois de résistance, d'incompréhension. Et ça prend des gens, à mon avis, pour aider à cette connexion-là entre les deux. On a besoin, comme praticiens, des éclairages à recherche. Et les chercheurs s'étaient plus impliqués auprès des praticiens, cliniciens, pouvaient les aider beaucoup à développer leur savoir tacite, leur savoir expérientiel, puis d'être capable aussi de développer ce que j'appelle une approche réflexive. Donc, une intervention réflexive, c'est ça qui est le plus important. Donc, c'est quoi? C'est le doute, le questionnement et l'expérimentation. C'est un peu ça. Alors, ça, ces deux mondes-là, en tout cas, une fois qu'ils sont ensemble, à mon avis, ils arrivent à des résultats pas mal plus intéressants et à produire des résultats aussi qui sont utilisés par les intervenants. Souvent, nos intervenants sont des compétents inconscients, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne savent pas alors qu'ils savent. C'est comme si, à quelque part, cette science-là ou cette connaissance-là est tellement intégrée dans leur pratique qu'ils ne pensent pas l'avoir apprise. Et donc, deviennent comme compétents, mais comme inconscients de cette compétence-là. Donc, ces traducteurs-là ou ces interprètes-là permettent aussi en même temps de rendre un peu plus explicite ces savoirs tacites-là. Puis l'avantage de rendre plus explicite des savoirs tacites, c'est qu'ils peuvent être utilisés donc, si on les explicite, donc on est capable de les formaliser, de les codifier, puis encore là, de les offrir à d'autres milieux, d'autres intervenants. Ça peut contribuer à la formation, à l'amélioration des connaissances. Voilà. Difficile question de réfléchir à ce qui, dans le futur, pourrait servir à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité d'intervention auprès des jeunes contrevenants ou encore les services de réadaptation auprès des jeunes contrevenants ici au Québec ou éventuellement ailleurs. Moi, ma première réponse à ça, ça serait de connaître ce qu'on fait. La première des choses, c'est de connaître ce qu'on fait. Parce qu'on a bien beau penser qu'on pourrait influencer le cours des choses, puis influencer d'autres juridictions, par exemple, d'implanter des nouvelles pratiques et tout ça, si on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. On a eu la chance, depuis à peu près 5 à 10 ans, d'avoir des données de recherche sur les clientèles québécoises, nos jeunes Québécois. Tous les services ont été développés à partir de recherches américaines ou encore britanniques ou encore néo-zélandaises ou d'ailleurs. Là, on a l'occasion, puis ça, il faudrait le saisir, de réfléchir à ce qu'on fait maintenant parce qu'on le sait. On sait comment les problèmes, on a identifié les problèmes qu'on avait, on connaît mieux les trajectoires développementales, les trajectoires de service. On sait maintenant les taux de récidive de nos jeunes délinquants. On sait quelles sont les caractéristiques particulières qui nous amèneraient à développer des services particuliers auprès de clientèle en lien avec la santé mentale de nos jeunes, par exemple, ou encore en lien avec un certain nombre de traumatismes qu'ils ont eu, ou en lien en fonction des phénomènes d'activation de la délinquance lorsque tu fais partie d'un groupe délinquant ou d'un gang de rue. On sait maintenant aussi quels sont les leviers qui peuvent être utilisés pour mieux comprendre les agresseurs sexuels et surtout prévenir les récidives des agressions sexuelles. On a même des trajectoires probables bien documentées. On est capable, donc des trajectoires probables de jeunes qui vont devenir des agresseurs, puis on sait maintenant, avec ces trajectoires probables-là, quel genre de victimes ils vont avoir. Est-ce que ce sont des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, bon, etc. On est capable maintenant d'extraire ça. Ce qui nous manque, c'est comment utiliser ça. Ça, à mon avis, c'est un manque qu'il faut absolument combler. Comment faire en sorte que les données qui sont disponibles maintenant puissent être utilisées dans la pratique. Ça, il y a un élément là important. Donc, je reviens encore à l'importance de la recherche,
dans l'orientation des différentes pratiques ou l'intégration des différentes pratiques. Ceci dit, quand je parle d'importance de la recherche sur la pratique, c'est comme je faisais attraction de l'environnement dans lequel ces pratiques-là doivent se développer. Mais à mon avis, c'est un autre partenaire, ça. Et cet environnement-là, actuellement, est mis à mal par beaucoup d'éléments. Entre autres, je parlais de la question des fusions, c'est un élément important. Mais dans cet environnement-là, il n'y a pas juste les organisations, les institutions, il y a les jeunes, les parents. Combien de fois on les oublie? Combien de fois on les a oubliés? À mon avis, les parents, les jeunes, devraient maintenant être des co-idéateurs, des co-réalisateurs, des co-chercheurs, des co-praticiens. Ils doivent être impliqués dans la définition des services qu'on doit leur rendre. On a trop souvent encore isolé les parents et même les jeunes dans leur propre démarche de réadaptation. Lorsqu'on regarde actuellement les démarches les plus prometteuses, on peut dire au niveau de la réalisation d'implantation, de nouveautés, des choses comme ça, ce qu'on voit poindre, c'est un changement de paradigme autour duquel avant, intervenants, chercheurs, gestionnaires mettaient les jeunes au centre de leurs préoccupations. Pendant des années, ça s'est développé comme ça. Changement de paradigme, c'est qu'on vient tout simplement de faire en sorte que les jeunes deviennent un quatrième partenaire. Alors, ce ne sont plus les jeunes qui sont au centre des préoccupations, mais ils deviennent le co-idéateur, le co-réalisateur, le co-chercheur, le co-praticien d'interventions qui vont les viser, mais qui vont être en plus d'être efficaces, qui vont être adoptées. Parce que c'est un élément important, souvent, c'est-à-dire que l'intervention qu'on fait, bien qu'on sache qu'elle pourrait potentiellement être efficace, on a des problèmes d'adhésion à la démarche là, par les jeunes et leurs parents. À mon avis, causés en partie par nos propres attitudes. Moi, je pense que dans le futur, cet environnement-là proximal de l'intervention devrait être mis de l'avant de façon importante. Et dans ça, je n'oublie pas les intervenants, parce qu'eux aussi sont coproducteurs, co-idéateurs. Les gestionnaires aussi, et les chercheurs aussi. Moi, je pense que dans le futur, là, on a un beau modèle de développement dans la mesure où l'environnement institutionnel le permet. Moi, je pense que pour une certaine période de temps, ça va être difficile. Parce qu'on n'est pas... C'est une critique que je fais, c'est une vision que j'ai, personnelle, que je fais, c'est que, à mon avis, on n'est pas à la recherche de sens. Si je regarde la fusion qui a été faite, on n'a pas développé un sens, puis après ça, développé une hiérarchie pour le soutenir. On a développé une hiérarchie, puis tout le monde est à la recherche de sens. Fait que ça va prendre du temps. En fait, c'est là je pense qu'on en est. Excellent. Je pense que ce qui a vraiment pavé la voie à tous les développements qu'il y a eu au niveau des services de réadaptation pour les jeunes contrevenants, des jeunes contrevenants particulièrement en milieu sécuritaire, c'était l'évolution des lois. Je veux dire, on a passé de lois très générales à des lois très spécifiques qui visaient des jeunes contrevenants. Cette capacité-là de pouvoir cerner une clientèle vis-à-vis de la loi a permis le développement génial, je dirais, d'une pratique spécifique en jeunes contrevenants. Et cette pratique spécifique de jeunes contrevenants s'est appuyée tout de suite sur des bases de recherche. Et ça, à mon avis, c'était assez exceptionnel, particulièrement, entre autres, à la capacité qu'avaient les méta-analyses, qui était une nouvelle façon de faire de la recherche aussi, ce que ça pouvait nous enseigner. Puis, parallèlement à ça, il y a un développement institutionnel assez incroyable aussi par le développement des différentes ressources qu'il y avait institutionnelles, mais aussi dans la communauté. Moi, je pense que c'était le tournant sur la question des suivis dans la communauté, on a mis des ressources dans la communauté, parce qu'on s'apercevait de toute façon qu'on était plus efficace dans la communauté qu'on ne l'était dans des milieux
fermé, mais à certaines conditions. Puis ces conditions-là étaient, entre autres, d'avoir une qualité de formation et d'intervenants. On a eu 20 années à peu près, donc en 1984, la loi sur les jeunes contrevenants, et 2004, la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de développer une intervention spécifique tant au niveau de l'évaluation que de la prise en charge des jeunes délinquants et leur réadaptation. Et ça l'a permis, ça, de développer des services dans la communauté aussi efficaces, sinon plus efficaces, avec le même type de clientèle que les jeunes qui étaient en garde. Et à mon avis, cette grande capacité-là va nous permettre dans l'avenir, de concert avec les chercheurs, mais aussi de concert avec les jeunes et leurs parents, de développer encore plus des outils efficaces d'évaluation et d'intervention, même dans un environnement qui, à mon avis, actuellement, ne favorise pas ce genre de développement-là. En tout cas, il y a une parenthèse, disons, autour de cette capacité-là. Merci.